Imagine un peu le scénario. On a un candidat qui vit à Paris depuis 3 ans. Ouais, le profil typique du mec bien intégré. C'est ça. Il commande son café en terrasse avec un super accent, il débat de l'actualité à la machine à café, il lit même la presse locale. Bref, son français au quotidien, il est super fluide et naturel. D'accord. Et pourtant, ce candidat passe le DELF B2 et il se plante complètement, il échoue. Ah oui, c'est dur. Et à l'inverse, on a un autre étudiant qui habite, je sais pas, à l'autre bout du monde. Il hésite un peu sur la prononciation, il doit réfléchir quelques secondes avant de conjuguer un verbe irrégulier. Mais lui, il réussit avec une note excellente. Exactement. C'est un paradoxe total, non? Et c'est le point de départ de notre plongée approfondie d'aujourd'hui. On a rassemblé pas mal de sources et des retours d'examinateurs, et la vérité, elle est assez brutale. Ouais, la vérité, c'est que le DELF B2, c'est pas qu'un simple test de français. C'est avant tout un test de stratégie. Totalement. C'est notre mission pour cette analyse. On va regarder ça de près. L'erreur de base, en fait, c'est d'aborder cette épreuve juste comme une évaluation linguistique. On se dit, bon, je gère la grammaire, j'ai du vocabulaire, donc ça va passer. Alors que non, pas du tout. Non. Les données montrent que les excellents candidats qui s'effondrent, c'est ceux qui ignorent la mécanique de l'examen. Donc notre but aujourd'hui, c'est de décortiquer tout ça. On va faire comme un prof qui prépare ses élèves, tu vois, de façon ultra pragmatique. J'adore l'idée. On va déconstruire les 5 pièges fatals qui font chuter les notes. Et pour organiser ça, on a pensé à un plan d'études hebdomadaire, du lundi au vendredi. C'est super pour rassurer les candidats. Surtout ceux qui affrontent ça pour la première fois et qui ont ce fameux stress paralysant. L'objectif pour l'audience, c'est vraiment de transformer leurs points faibles en atouts redoutables pour le jour J. Tout à fait. Alors, commençons par le lundi. Le premier jour, la base absolue, avant même d'écrire quoi que ce soit, décoder la mission. C'est capital. Ce décodage, ça repose sur un truc central dans les grilles de notation, l'adéquation. L'adéquation. Tu peux préciser pour ceux qui nous écoutent? Bien sûr, l'adéquation, c'est l'alignement parfait entre ce que tu produis et ce que la consigne demande. Les correcteurs ont vraiment une case pour ça. Si ta réponse ne colle pas à la tâche, la note tombe à 0. Waouh, 0 carrément. Même si le français est magnifique, Même si c'est du Molière, oui. Il faut absolument repérer les verbes d'action dans la consigne. Est-ce qu'on te demande d'informer, de convaincre, de protester? ou d'exprimer une opinion nuancée, par exemple. C'est ça. Et la différence entre l'écrit et l'oral est hyper intéressante là-dessus. Ah oui, j'ai vu ça dans nos sources. À l'écrit, imaginons qu'on demande d'écrire une lettre formelle au maire pour contester un projet de construction. Un grand classique. Le candidat voit le mot construction, il pense à l'écologie, et là, il rédige un essai philosophique incroyable sur l'environnement. Sauf qu'il oublie les formules de politesse, il s'adresse pas au maire, et c'est même pas une contestation. Exactement. Et là, c'est le drame. Le couperet tombe, lui. C'est un hors-sujet méthodologique. Et à l'oral, c'est pareil. On te donne un court article pour lancer un débat. La consigne, c'est de défendre un point de vue. Et avec le stress, le candidat fait quoi, Evelyne? Il résume le texte. Voilà. Il paraphrase de la première à la dernière ligne pour se rassurer. Mais il n'argumente pas du tout. En fait, c'est comme si on demandait à un chef étoilé de préparer une tarte aux pommes pour un concours de pâtisserie. Ah, j'aime bien cette image. Et lui, il te fait un poulet rôti parfait. La peau est croustillante, le jus est divin, Ça donne faim. mais c'est un échec total pour l'épreuve de pâtisserie. Il est disqualifié? Bah oui, parce que la grille du jury, elle a pas de case pour noter la cuisson du poulet, elle juge la pâte et les pommes. Donc le correcteur, il peut pas te donner de points. C'est super clair. D'ailleurs, on aimerait bien savoir, et on invite nos auditeurs à nous le dire dans les commentaires, quelle est la consigne ou le format qui vous fait le plus peur? Ouais, c'est une bonne question. Est-ce que c'est la lettre formelle ou plutôt l'improvisation du débat oral? Partager ses angoisses, souvent, ça aide à les désamorcer. Bon, une fois la consigne comprise, on passe au mardi. Et là, c'est l'architecture du discours, le manque de structure. Ah, ça, c'est un énorme morceau. Parce qu'une bonne idée, jetée en vrac, en fait, elle perd toute sa valeur. Au niveau B2, on n'évalue pas juste des phrases isolées. On évalue un vrai discours. Surtout à l'oral, non? Avec le stress de l'improvisation. Exactement. Le piège classique, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la liste de courses. La fameuse liste. C'est quand on balance ses arguments comme si on vidait son sac sur la table. C'est tout à fait ça. Le candidat doit parler du télétravail, par exemple. Et il dit, bon, alors, le télétravail, on gagne du temps dans le métro, et puis c'est confortable parce qu'on reste en pyjama. Ah, et puis l'entreprise fait des économies. Zéro progression, pas d'introduction, pas de conclusion. Rien du tout.
Et le problème là-dedans, c'est que le candidat transfère la charge de travail au correcteur. C'est-à-dire? C'est l'examinateur qui doit faire l'effort de relier les idées, de deviner la logique. Et en évaluation, c'est la règle d'or. Si le correcteur doit faire un effort pour te comprendre, ta note plonge. Donc, la solution, c'est la structure tripartite. Un entraînement rapide pour l'audience. Il faut toujours une intro pour poser le sujet, un développement avec des arguments et des exemples, et une conclusion pour faire la synthèse. Oui, et pour lier tout ça, on a besoin d'outils indispensables. Les connecteurs logiques. Les sauveurs du candidat. Exactement. Des mots comme tout d'abord, en outre, cependant, en conclusion, ce sont des panneaux de signalisation pour le correcteur. Mais attends, je me fais l'avocat du diable là. Si je me force à caler un premièrement et un néanmoins à chaque fois, est-ce que ça va pas sonner hyper robotique? Je vois ce que tu veux dire. Dans la vraie vie, personne ne parle comme ça. On a l'impression de sacrifier le naturel juste pour plaire à une grille. C'est une vraie critique, ouais. Mais il faut voir ça du point de vue de l'examen. Le B2, ça teste pas seulement le français de tous les jours. Ça teste une compétence académique et professionnelle. Donc ça prouve qu'on sait organiser une pensée complexe rapidement. Voilà. C'est pas robotique, c'est presque une forme de politesse intellectuelle envers la personne qui t'écoute. C'est ta boussole. C'est une excellente façon de voir les choses. D'ailleurs, si cette méthode aide ceux qui nous écoutent, on les invite vraiment à s'abonner et à partager cette analyse autour d'eux. Ouais, partagez ça aux amis qui galèrent avec leur révision. Et dites-nous en commentaire quelles sont vos plus grandes difficultés avec le français. La grammaire, les voyelles nasales, les exceptions, on veut tout savoir. On lit tout, ça c'est sûr. Bon, on a le plan, on a la structure, on arrive à mercredi. Et là, on affronte le maître du temps. Aïe, la gestion chronométrique. C'est impitoyable. Le temps passe tellement vite. On voit beaucoup de déséquilibre, non? Surtout chez les débutants. Totalement. L'erreur la plus courante à l'écrit, c'est le perfectionnisme sur la compréhension. Le candidat lit, relit, il cherche le sens du moindre mot qu'il ne connaît pas. Et résultat, il lui reste quoi? 20 minutes pour écrire 250 mots. C'est ça. Et c'est physiologiquement impossible de faire un bon texte. L'adrénaline monte, l'écriture devient moche, et surtout, il y a zéro relecture. Les pluriels, les accords, tout passe à la trappe. Et à l'oral, c'est le même schéma. 30 minutes de préparation, le candidat panique sur le document, il rédige des phrases entières au brouillon. Ah, la mauvaise idée. Très mauvaise. Devant l'examinateur, soit il lit ses notes, ce qui tue l'interaction, soit il improvise et ça devient chaotique. En fait, c'est comme construire une maison et dépenser 90% de ton budget sur une magnifique porte d'entrée en or. C'est magnifique, mais t'as plus rien pour le toit. Au premier orage, tout s'effondre. Il faut répartir ses ressources. Exactement. Pour 1 heure d'écrit, la règle stricte, ça devrait être 10 minutes d'analyse et de plan au brouillon, 40 minutes de rédaction pure. et 10 minutes entières non négociables, juste pour la relecture. Ce rituel mental du brouillon, c'est vital. Plein de candidats pensent perdre du temps avec ça. Alors que c'est l'inverse. Quand tu commences sans plan, le cortisol explose. Ton cerveau doit gérer 2 trucs énormes en même temps. Qu'est-ce que je vais dire et comment je le dis en français? Surcharge cognitive totale. C'est là qu'on fait des fautes bêtes. Faire un plan, c'est séparer les tâches. Tu fais le squelette, ton esprit est libéré et tu te concentres sur la grammaire. Ça calme vraiment le stress. On demande à notre audience comment est-ce que vous gérez la pression du chronomètre. Vous êtes plutôt dans l'urgence ou dans la planification? Répondez-nous en commentaire. C'est super intéressant de voir les différentes méthodes. Bon, le temps est géré. Passons au jeudi, la langue en elle-même. Et là, on aborde le piège de la perfection. Le fameux désir de trop bien faire. C'est triste en fait, des candidats qui ont bossé dur, ils arrivent à l'examen, ils veulent impressionner. Ils sortent la grosse artillerie grammaticale. C'est ça, des subordonnés compliqués, du conditionnel passé, ou pire, du subjonctif plus que parfait. Le problème, c'est qu'ils maîtrisent pas toujours. Ils font une phrase de 4 lignes, ils s'en mêlent les pinceaux. Et le message devient complètement incompréhensible. La grille de correction sanctionne lourdement ça. L'objectif, c'est la communication. Donc une phrase simple, courte, mais correcte sera toujours mieux notée qu'une phrase ambitieuse, pleine de fautes. Toujours, la clarté avant la complexité. D'accord, mais attention, il faut pas non plus avoir un vocabulaire pauvre. C'est l'autre aspect du jeudi, la chasse aux mots fantômes. Les mots fantômes, oui, les béquilles. Les fameux un truc, une chose, c'est bien. Au niveau B2, l'imprécision, ça pardonne pas. Non, ça fait très niveau A2. Au lieu de dire « le réchauffement climatique est un gros problème », il faut dire « c'est un enjeu crucial ». Ou une menace systémique. Remplacer des mots vagues par des termes précis, ça change tout. Complètement. Ça donne tout de suite l'impression d'un niveau supérieur. Mais du coup, j'ai une question un peu provocatrice.
Je t'écoute. Une faute de grammaire. Et un candidat B, super vocabulaire, très poétique, mais qui fait pas mal de petites fautes d'accord. Lequel a la meilleure note? Ah, c'est très nuancé. Le candidat A va plafonner, parce qu'il ne peut pas exprimer des idées complexes avec un vocabulaire pauvre. Et le candidat B? Le B perdra des points sur la grammaire, c'est sûr, mais la pertinence prime. Tant que ses fautes n'empêchent pas de comprendre son idée, il aura sûrement une meilleure note. Parce qu'il a pris le risque de la nuance. Exactement. L'idéal, ça reste un vocabulaire précis qu'on connaît bien, avec des structures simples et solides. On arrive déjà au vendredi, le dernier jour de notre plan d'études, la répétition générale. Parce que connaître la théorie, c'est bien, mais ça suffit pas. Faut se mettre en situation réelle. Anatomie. J'adore tes analogies aujourd'hui. Mais c'est vraiment ça. Tu sais comment le muscle marche, mais le jour de la course, sous la pluie, ton corps panique. La seule solution, c'est de faire des simulations complètes. Pour l'écrit, tu t'isoles 1 heure. Sans musique, sans téléphone, sans dico. Et tu rédiges de A à Z. Voilà. Et pour l'oral, tu tires un sujet au hasard, tu prépares 30 minutes et tu t'enregistres parler pendant 10 minutes. Sans jamais couper. Même si on bafouille? Surtout si on bafouille. Et après, il faut se réécouter. Oh, l'horreur. C'est hyper inconfortable de s'écouter. C'est terrible, mais c'est l'exercice le plus formateur. Tu vas entendre tes hésitations, tes tics de langage, ça conditionne le cerveau. Et du coup, le jour J, le cerveau reconnaît la situation de stress. Il l'a déjà vécu dans le salon, donc il n'y a plus d'effet de surprise. C'est ça. Et l'énergie mentale va directement dans le français, au lieu de gérer la panique. Pour résumer, en fait, la réussite au DELF B2, c'est l'articulation parfaite entre le savoir, donc le niveau linguistique, et le savoir-faire, la stratégie de l'examen. Superbe synthèse pour finir cette semaine de préparation. Et avant de se quitter, on a un petit quiz rapide pour ceux qui nous écoutent. Ah, un défi final? J'aime bien. Oui, juste pour tester si vous avez bien suivi, la question est: quel est le risque principal si on tente d'utiliser une structure grammaticale très complexe sans la maîtriser totalement? On attend vos réponses dans les commentaires. Soyez précis. Et pour aller encore un peu plus loin, je voudrais laisser l'audience sur une pensée un peu provocatrice. Vas-y. Si le DELF B2 évalue autant la stratégie, la structure, le chronomètre, est-ce que réussir cet examen prouve vraiment qu'on parle bien français au quotidien? Oh, c'est une sacrée question. Ou est-ce que ça prouve juste qu'on est devenu un expert pour passer des examens à la française? Ça, c'est un vrai sujet de débat. C'est fascinant de réfléchir à la nature de ces évaluations. On laisse l'audience méditer là-dessus. Exactement. En tout cas, si ce plan d'étude vous a été utile, on vous invite vraiment à vous abonner et à partager ce contenu à tous les candidats en détresse que vous connaissez. Ça peut sauver des notes. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt dans d'autres plongées approfondies. À bientôt. Et n'oubliez pas, lisez bien la consigne et ne servez pas un poulet rôti au jury du concours de pâtisserie. Bonne préparation!